Et alors, ce qui est intéressant aussi dans l'étude, c'est qu'on se rend compte que potentiellement, il y a des choses qui commencent dès l'école. C'est-à-dire que les personnes qui ont répondu à l'étude, pour 3/4 d'entre elles, considèrent que notre système éducatif n'encourage pas les idées et les rêves individuels. Et de la même façon, 3/4 d'entre eux considèrent que l'environnement culturel dans lequel on évolue ne favorise pas la prise de risque. Donc pas forcément un écosystème, pour reprendre et en tout cas un écosystème psychologique qui soit favorable et peut-être dès l'enfance. On se rend compte, et alors est-ce que ceci est lié à ça, j'en sais rien, mais que la France, c'est le pays où on a le plus d'entrepreneurs qui disent, pardonnez-moi l'expression, d'être entrepreneurs faute de mieux, c'est-à-dire faute d'avoir pu trouver le contrat, l'emploi qui leur convenait. Et la proportion est assez importante, puisqu'on a 37% des entrepreneurs qui ont répondu qui se classent dans cette catégorie-là. On a fait une autre étude, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a fait une autre étude avec l'IFOP, cette fois-ci qui n'était pas adressée aux entrepreneurs, mais à un public beaucoup plus large, et qui interrogeait les gens sur « Et qu'est-ce que vous conseilleriez à vos enfants ?» Et 61% d'entre eux considéraient que la bonne idée pour leurs enfants, c'était d'aller entreprendre à l'étranger. Seulement 45% considéraient que l'entreprendre en France, c'était une bonne idée, c'était recommandable. Donc, ça pose quand même des questions sur le contexte dans lequel on évolue. 33% des gens considèrent qu'entreprendre, c'est trop compliqué. 24% considèrent qu'entreprendre, c'est une vie de contrainte, une vie de risque. Et donc, j'ai bien compris que si on n'a pas le cœur bien accroché, ou si on a le sommeil léger, il faut surtout s'abstenir. Donc, cœur sensible, s'abstenir. Pas beaucoup. Non, ouais, enfin, je sais pas, ouais. Et puis, il y en a 23% qui considèrent que entreprendre, c'est la meilleure façon de s'accomplir et d'avoir la vie qu'on veut. Alors, vous avez également une autre étude, ISCOC, c'est une étude IFOP, qui reprend aussi donc, ces conclusions-là, donc les deux études que vous nous présentez. Voilà. Alors, j'aimerais me tourner vers vous tous par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez justement ce sentiment que peut-être aujourd'hui l'école ne prépare pas, si on commence par un des premiers items qui est ressorti de l'étude, l'école en France notamment ne prépare pas forcément bien ses carrières d'entrepreneurs. Alors par rapport à vos propres études, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi j'ai plein de choses à dire. Je vais commencer, mais je pense que vous avez tous plein de choses à dire. J'y vais. C'est ça l'avantage d'être une femme. Ils sont galants, ils sont galants. Yes, je prends la parole. En France, j'ai plein de choses à dire, donc je vais essayer d'être courte et synthétique. En France, il y a 3% seulement des étudiants qui entreprennent. Si on se rappelle qui a monté Facebook et Google, c'était des étudiants. Moi, je suis convaincue qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et effectivement, en France, il y a une vraie culture autour de la culture de l'échec. Et en fait, entreprendre, c'est prendre des risques. Et entreprendre, c'est pas juste monter une boîte. C'est entreprendre sa vie dans son ensemble. On peut être aussi un intrapreneur dans une grande société. On n'est pas obligé de monter une boîte. C'est pas ça, entreprendre. C'est un état d'esprit, quoi. Ouais. Et la culture de l'échec, si je prends l'exemple en Angleterre et aux États-Unis, chez IBM, quand j'étais pendant toutes ces années dans cette grande entreprise, on faisait, je vous donne juste cet exemple parce qu'il est intéressant, on faisait ce qu'on appelait les Fail Call Camp. Donc tous les lundis, on avait un call avec toutes les équipes de tous les pays dans le monde, et ça s'appelait donc Fail. Et donc qui a échoué? Et donc ceux qui avaient fait qui s'étaient trompés, qui avaient fait une campagne qui n'avait pas marché, etc., levaient la main et racontaient. Et donc racontaient, donc les autres pays vivaient l'expérience de ce qu'ils avaient raté, et à la fin on applaudissait. On applaudissait, donc c'était une façon aussi de déculpabiliser les personnes qui échouent, et en même temps de montrer aux autres ce que, voilà, ne faites pas ça parce que ça n'a pas marché. Et donc cette culture en fait, de l'échec, de dire oui, on a le droit de se tromper, et bien sûr qu'on a le droit de se tromper, et justement c'est quelque chose qui, c'est important pour pouvoir entreprendre. Pour moi, c'est ça le manque qui
qui montre en fait tous ces chiffres. Ensuite, il y a des associations qui aident à ça. Il y a une association dont je fais partie qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, Maud est d'ailleurs là dans la salle, qui aide à apprendre à entreprendre. Et on va aller raconter nos exemples d'entrepreneurs dans des écoles. Et c'est donner l'envie, en fait, donner l'envie, on revient au rôle modèle. Mais je pense que voilà, après j'ai plein d'autres choses à dire, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'il commence à y avoir des passerelles entre le monde de l'éducation, de l'enseignement et de l'entreprise, mais pas encore assez. Ce sont souvent deux mondes qui ne se connaissent pas forcément bien et qui ont un peu de réticence à s'approcher, on va dire. Alors, j'aimerais entendre Laurent et Antoine sur leur cursus, parce qu'on ne vous a pas encore tout dit, donc les études qu'ils ont faites, etc. Qu'est-ce qu'on a fait comme études? Je ne sais pas, dites-nous, les deux. Moi, j'ai eu la chance de faire des études en France et aux États-Unis. Dans les grandes institutions, j'ai fait Polytechnique et j'ai fait Harvard. Donc ça m'a donné l'occasion de comparer des institutions. C'est ça, voilà. Complètement, modestement, je trouve ça incroyable, juste ça. C'est une chance, je suis très content d'avoir eu cette chance. Maintenant, ce que j'en retire a posteriori, c'est effectivement que dans le monde académique français, même dans les grandes écoles, on incite peu à l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, quand j'étais dedans, il y a un peu plus de 10 ans, on apprenait des articles, on apprenait des sciences, on apprenait des choses très académiques, mais on apprenait peu à agir. On n'avait pas vraiment ni l'envie ni les armes pour aller créer sa boîte. Là, aux États-Unis, on va être en permanence tourné dans l'action, on va faire des études de cas, on va s'impliquer, on va nous faire parler, enfin, on va nous inciter à entreprendre, quoi. On va nous donner les armes et envie. Donc c'est plus Harvard qui vous a aidé à devenir un chef d'entreprise que Polytechnique. C'est sûr. Mais ce que j'ai vu en revenant en France, donc il y a 3 ans, c'est aussi qu'il y avait pas mal de choses qui avaient évolué dans les dernières années. Je retourne maintenant régulièrement sur des campus de grandes écoles où je vois des incubateurs qui se montent, où je vois des cours d'entrepreneuriat, où je vois pas mal de choses qui n'existaient pas du tout quand moi j'étais dans ce monde-là il y a 10 ans. Donc je pense qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose, avec un peu de retard probablement par rapport aux États-Unis, c'est sûr. Comme toujours, hein, finalement. Peut-être, mais en tout cas, on le voit vraiment, et je le vois dans les candidats qu'on a aujourd'hui chez des plugs pour des stagiaires ou des étudiants qui sortent d'école. On en a beaucoup, et on en a beaucoup qui sont brillants et qui sortent de grandes écoles ou du cursus universitaire très très bien. Et je pense qu'ils n'auraient pas fait ce choix-là il y a 10 ans, comme étaient les cursus à cette époque-là. Laurent, alors pour vous, comment ça s'est passé? Plutôt bien. Moi, j'ai fait l'école centrale et on m'a parlé de. Ça n'a rien à voir avec un grand sou. Non, Einstein a dit 2 trucs, je les ai notés, ceux-ci. Il a dit 2 choses qui sont assez intéressantes. L'étudiant n'est pas un conteneur que vous devez remplir, mais une torche que vous devez allumer. Premièrement, ce qui veut dire, c'est que à l'école, en France, on apprend. On ne nous apprend pas à apprendre. Et c'est une énorme différence, en fait. Et deuxième point, la deuxième chose qu'il a dit, l'éducation est ce qui reste après avoir oublié ce qu'on a appris à l'école. Et en fait, on ne nous apprend pas à apprendre, et il y a une grosse question qui est en train de se poser là depuis peu, c'est est-ce qu'il faudra apprendre le code à la maternelle, par exemple? Il y a eu une grosse question ces 15-20 dernières années sur l'anglais. Donc on parle de langage, c'est-à-dire qu'à la maternelle, on se pose la question, est-ce qu'il faut aller au-delà de l'écriture, de la lecture, du français, parler l'anglais, de musique, des maths, parce que les maths c'est aussi un langage, et le code est aussi un nouveau langage. Et vu que l'éducation française est une sorte d'énorme paquebot qui a du mal à dériver, qui a du mal à refixer un cap qui est en accord avec 2015, avec le XXIe siècle, et bien tout ça arrive, mais un petit peu tardivement. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Et puis un autre point, c'est qu'on ne parle pas d'entreprise. On commence à parler d'entrepreneuriat, ok, très bien, très tardivement. J'en ai entendu parler la 2e année centrale d'entrepreneuriat, mais on ne parle même pas d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de culture d'entreprise en France. On oppose notre système français est fait
entre l'entreprise, c'est séparé avec les salariés, les syndicats, et puis tout ça s'oppose, alors que tout ça, c'est pour créer de la valeur et essayer de faire en sorte que ça aille dans la même direction. L'entreprise est un être social. Ce qui dit entreprise, ce qui dit le développement de l'entreprise, dit pouvoir d'achat, dit retraite, dit emploi, dit... voilà, donc il faut arrêter d'opposer ces choses-là, et il faut en parler dès le plus jeune âge. Pourquoi on nous parle d'entreprise qu'à 20 ans, quand on commence ses stages? On devrait en parler dès 5 ans. Abdel, peut-être Bernard, je ne sais pas qui veut réagir. Qui devrait en parler, c'est les enseignants eux-mêmes. Et le problème, c'est que les enseignants ne connaissent pas bien, ils ne connaissent pas. Qui par nature n'ont pas quitté l'école. En fait, c'est un fait. C'est enseignant. Et en fait, d'abord, deux choses qu'il faut avoir en tête, c'est que l'école, c'est le monde de la formation, et l'entreprise, c'est le monde de l'action. En fait, c'est simplement savoir quand est-ce qu'on passe de la formation à l'action. L'école devrait aussi être le monde de l'action. Mais pour les politiques, on le voit bien aussi, l'entreprise, ça, ce que disait Laurent tout à fait juste, en France, l'entreprise fait débat. C'est pas évident. Si on pouvait éventuellement s'en passer, ce serait vertueux. C'est puis les papillons qui volent. Il fait réellement débat, donc c'est le fait même qu'on soit ici, à peu près, je vois à peu près la sociologie du public, et puis ici, on voit bien que les questions qui sont récurrentes sont celles, effectivement, de la place de l'entreprise dans le débat public, et elle fait débat. Comment créer? On commence à prendre conscience que c'est l'entreprise qui soutient toute l'économie, et qui, par conséquent, soutient l'ensemble du corps social. Mais chez nous, effectivement, il y a des questions qui se posent, qui seraient évidemment des évidences ailleurs. Celle du décloisonnement entreprise-éducation, celle de la porosité entre les compétences et puis les différents acteurs. Ce que l'on dit, ce qu'a suspendu Antoine, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, même si ce n'est pas un commun, mais aux États-Unis, la porosité qui est entre les universités, l'industrie, la recherche et l'économie est extrêmement environnementale. Alors, quand même, les choses bougent. Abdel, d'abord votre sentiment, puis je voudrais qu'on essaie de voir qu'est-ce qui bouge. Il y a des choses aujourd'hui, hein. Il y a la French Tech, il y a des initiatives. Pour rebondir sur l'enseignement, même si on regarde que ce soit en maternelle ou en primaire, on a l'impression que la façon dont est structurée une école et un cours, en fait, une classe, est complètement à l'opposé de ce qu'on va nous demander ensuite, d'une part dans le monde du travail et dans l'entrepreneuriat. L'idée d'un prof qui diffuse de manière pyramidale des contenus à un élève, même sa situation géographique face sa géolocalisation dans l'espace, face aux élèves, au milieu, tout ce qui est travail collaboratif, etc. Tout ça est complètement nié par l'école et la façon dont un cours est organisé aujourd'hui, et qui est complètement à l'opposé de ce qu'on va demander à une personne dans le monde du travail, et encore plus si cette personne devient entrepreneur. Et on pourrait en dire beaucoup d'autres choses sur la façon dont l'école facilite ou pas la prise d'initiative, etc. Et donc ça, c'est la première chose. Par rapport aux éléments qui changent, moi ça fait à peu près 10 ans que je suis entrepreneur, et dans mon environnement proche, c'est-à-dire plutôt les gens liés à la communication, à la publicité, à la création, j'ai quand même noté qu'il y avait de plus en plus de personnes qui sautaient le pas et devenaient auto-entrepreneurs. Le statut d'auto-entrepreneur, apparemment, c'est un succès. Et j'ai l'impression que ce statut, plus la réduction de la barrière à l'entrée permise par les outils numériques et finalement le besoin peut-être, le fait qu'on n'ait pas besoin d'investir des capitaux pour une société liée au digital, des capitaux importants, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, ça crée effectivement une vague d'entrepreneurs et des gens qui passent le cap. Ouais. Il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent. J'aimerais qu'on termine justement donc, cette table ronde, on va vous donner ensuite la parole, sur justement les initiatives qui sont nées aujourd'hui. Donc vous avez lancé la journée de la femme digitale, vous lancez aussi ISCOX des nombreuses initiatives. J'aimerais peut-être que vous nous en disiez un mot justement, Pierre-Olivier. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses changent? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Il y a
des choses qu'on fait chez Hiscox, mais au-delà de ça, moi, par exemple, j'appartiens à Entreprises et Progrès. Chez Entreprises et Progrès, on fait beaucoup de choses pour essayer de faire bouger les lignes, pour essayer de créer une connexion entre les politiques et les entreprises et donner la possibilité aux entrepreneurs de faire comprendre aux politiques ce que c'est que l'entreprise, ce que c'est que la vie d'un entrepreneur, et y compris en les invitant à venir dans l'entreprise pour découvrir ce que c'est. On a des initiatives pour mettre l'entreprise au contact des collégiens et aussi donner la possibilité à les entrepreneurs de faire découvrir l'entreprise. Et puis dans le système éducatif, il y a quand même des choses qui ont évolué. Par exemple, Antoine l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les diplômés sont des gens qui ont eu beaucoup plus de contact avec l'entreprise que des gens comme moi qui ont été diplômés il y a quelques 30 ans. Et qui n'avaient finalement eu que très très peu de contact avec le monde de l'entreprise et qui n'ont découvert cet univers-là que le jour où ils ont signé leur premier contrat de travail et qui sont arrivés avec leur cartable et leur trousse chez leur nouvel employeur. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent. Alors vous parliez effectivement de la femme entrepreneur. Chez Hiscox, on essaie de faire bouger les choses dans un certain nombre de domaines et notamment on a une initiative qui s'appelle Women in Leadership, où on a pris le sujet de la diversité, et en l'occurrence de la diversité du genre, pour faire en sorte d'accompagner l'ensemble de l'entreprise, aussi bien les femmes dans l'entreprise, dans leur parcours et dans la façon dont elles peuvent faire évoluer leur carrière dans l'entreprise, que les hommes dans l'entreprise, pour les aider à comprendre comment ils peuvent avoir un certain nombre de biais dans la façon dont ils interprètent, dans la façon dont ils lisent des situations et dans la façon dont ils interagissent, et leur donner les clés pour pouvoir mieux comprendre la façon dont leur relation de travail avec leurs collègues femmes se développe dans l'entreprise. Et on s'est fixé des objectifs très clairs qui consistent à donner la possibilité, on a un système dans le groupe Hiscox, c'est un système de partners, pour qu'à un horizon assez proche, un horizon de 5 ans, on ait 30% des partners, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui soient des femmes. Oui, Laurent. Je crois qu'il y a un mot que Bernard a dit qui est super important, c'est décloisonner. Cette société a besoin d'être décloisonnée. Et c'est vous, nous, les entrepreneurs, et la force créative qui va arriver à décloisonner. Le cloisonnement droite-gauche qu'on a politiquement est désuet. C'est le XXe siècle. C'est fini. Donc il faut arriver à décloisonner cette société sur toutes les strates, politiques, administratives, l'éducation, etc., pour l'horizontaliser, la décentraliser, et c'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à avoir une économie beaucoup plus vivante, beaucoup plus compétitive. C'est ça la règle, finalement, c'est la compétitivité. Un mot sur peut-être votre initiative, ce que vous faites vous, donc Delphine. Oui, et juste sur l'éducation, il y a effectivement plein de choses qui se passent, et puis le digital est en train de transformer l'éducation avec les MOOC, et puis cette merveilleuse initiative de Fanny Péchiona, elle en parle pas beaucoup parce qu'elle est très discrète, la fondatrice de My Little Paris. Fanny a monté School of Life, je vous invite à aller voir, c'est vraiment très intéressant, c'est toute une nouvelle culture, une nouvelle façon d'appréhender l'éducation. La journée de la femme digitale, c'est un événement que on a monté il y a 4 ans, qui est donc créé par des femmes, pour des femmes, mais on a besoin d'hommes avec nous pour justement parler de ce débat sur la mixité, parce que le regard sur la mixité, on connaît, on parlait entre femmes, c'est comment faire évoluer ce regard sur la mixité par les hommes. Et puis c'est un événement pour donner envie d'oser, d'innover, d'entreprendre, dans l'univers du digital bien sûr, et puis avec des femmes rôle modèles qui viennent présenter leurs initiatives, des partenaires qui sont fidèles depuis les 4 dernières éditions. Ça s'est déroulé au Palais Brongniart l'année dernière à guichet fermé. On a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. L'année prochaine, ce sera le 10 mars, c'est un lieu qui sera révélé très bientôt. On va doubler les effectifs pour pouvoir accueillir le plus de monde possible à cet événement, qui sera un événement qui donne envie. C'est un Mais complètement. Mais justement, elle l'a dit, bien sûr. Un mot de conclusion, peut-être, on va passer aux questions. Donc Bernard, Antoine, sur peut-être alors les
les côtés positifs, si on veut rester justement sur un élément positif par rapport à ce qui peut se passer sur cette culture de l'entrepreneuriat aujourd'hui. On a vu les difficultés de la France pour joindre en fait l'éducation avec ce monde de l'entreprise, faire se relier ces deux mondes d'enseignement. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui porteur d'évolution et on va dire d'optimisme? Rien de spécial, en fait. Je pense que l'entrepreneuriat, par contre, chacun doit se reconnaître par rapport à ce qu'il est en tant que personne, par rapport à la société qui évolue, qui n'arrête pas d'évoluer. M. Dussot parlait effectivement de son début de carrière par rapport à aujourd'hui. En même temps, la carrière aujourd'hui, on a vu de la même façon qu'il y a 30 ans, la notion de métier n'est plus la même. Il y a même presque une disparition de la notion de métier en tant que telle. Donc, en fait, l'entrepreneur, lui, n'est que positif, sans être naïf, ni candide, ni réaliste, ni par nature que positif, puisque c'est une machine à broyer, à avaler les obstacles, à manger les couleurs tous les jours, à être frustré puisque rien ne se passe comme on le souhaite. C'est ça, entreprendre. Il ne faut pas forcément aimer la difficulté de l'obstacle, mais l'action est faite de l'obstacle. Il faut dominer. Et donc, vous êtes forcé d'être positif, puisque vous savez que vous êtes dans l'action, vous êtes une force, vous êtes au cœur des phénomènes, au cœur de l'action. C'est pour ça qu'il faut accepter, non seulement accepter, mais bien bouger. Sachant que l'innovation comme l'entrepreneuriat, on l'a dit tout à l'heure en disant c'est difficile, mais en fait c'est encore mieux que ça. L'entrepreneuriat, il se nourrit de l'adversité, il a besoin d'adversité, et je ne veux surtout pas mettre de manufacturage sur la table, mais il se nourrit aussi de frugalité. C'est-à-dire faire le maximum avec le moins de moyens. Bon, la facturage peut être aussi une solution d'étalage, on se comprend. Mais la frugalité est aussi un des éléments de progrès et d'innovation. Il faut l'avoir en tête comme une donnée. Antoine a l'air d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, ça fait 3 ans qu'on vit les montagnes russes dans notre boîte, et avec des hauts, des bas qui s'enchaînent très très vite, et c'est ça qui est passionnant. Vous ne regrettez rien. Et on ne regrette rien. Et juste pour dire un dernier mot positif sur ce dont on a parlé, la France et les États-Unis, nous on s'est beaucoup posé la question, comme on était aux États-Unis au moment de monter la boîte, de la faire dans la Silicon Valley plutôt de rentrer en France. Et pour plein de raisons, on est rentré en France. Et 3 ans après, on n'a jamais regretté une seconde d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là. Vraiment, je pense que c'est un super endroit pour monter une boîte. Bon, ça c'est une bonne chose de l'entendre. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous en avez beaucoup pour nos intervenants, donc n'hésitez pas. Je sais que la première question est toujours un peu difficile à poser, donc il faut se lancer.